Les marchés, finalement, c'est comme une arène. Ceux qui comprennent la psychologie, ils vont en sortir plus riches, et les autres, qui ne la comprennent pas, eux, ils sortiront soit en miettes, soit en colère contre le système. Bonjour à tous, c'est Finwave, bienvenue dans un nouvel épisode de Flash Markets, votre revue hebdomadaire de marché qui va vous permettre de rester connecté au mouvement des marchés, et d'un autre côté qui vous permet aussi d'avoir un avis supplémentaire pour tout simplement prendre de bonnes décisions, que ce soit en investissement ou en stock picking. Commençons par le marché boursier du pays de l'oncle Sam, c'est-à-dire les États-Unis. On s'en rappelle, je vous avais suggéré qu'un dépassement solide de cette ligne-là signifierait un regain de confiance plutôt long terme des investisseurs dans le marché américain, et donc derrière une reprise haussière forte et une sortie de crise. Eh bien effectivement, on a bien eu une belle semaine verte venant dépasser ce niveau-là, mais malheureusement Trump a relancé une vague d'annonces fermes, notamment sur les droits de douane avec l'Union Européenne et le Japon, qui sont quand même des partenaires commerciaux importants, et donc cette dynamique haussière, elle a été un peu étranglée par ces annonces. On a donc eu un regain de peur par les acteurs du marché, ce qui nous a laissé une semaine dernière assez rouge, comme on le voit ici. Si on se met en weekly, après effectivement cette semaine haussière qui est venue dépasser ce niveau dont j'avais parlé, on a eu une semaine rouge la semaine dernière, semaine rouge qui s'est aussi accompagnée d'un mouvement haussier sur le VIX qui montre un petit peu plus de peur que précédemment. Après voilà, si on reprend du recul, on est quand même très loin des niveaux de peur qu'on avait en plein dans la crise, là, au pic de la crise qui s'est déroulée sur fin mars, début avril. Trump, il avait aussi engagé des discussions récemment en Suisse avec la Chine, et puis d'un autre côté, les tensions avec le Royaume-Uni se sont quelque peu apaisées, donc on dirait que la situation se calme un petit peu, et c'est comme s'il traitait tour à tour avec les différents partenaires, en tapant du poing sur la table, avec des annonces comme il l'a fait là récemment avec l'Union Européenne. Ces annonces, elles peuvent parfois sembler irréalistes, mais pour moi, ça ressemble un petit peu à une stratégie tout simplement de négociation, où on va demander beaucoup initialement pour obtenir ce que l'on veut après. Donc même si à terme les choses vont se calmer, d'un autre côté, je trouve quand même que les marchés réagissent de manière très virulente à chaque annonce des États-Unis, ce qui montre tout de même que la prudence est toujours présente. Du côté du Nasdaq 100, cette fois-ci, on observe la même tendance. Un beau rebond depuis le pic de la panique liée à la crise, mais les valeurs de la tech, elles semblent effectivement bien affectées, tout comme le SP500 par la peur des acteurs sur le marché, en ce qui concerne les retombées économiques négatives sur l'économie américaine au sens large. C'est assez normal parce que les valeurs d'innovation et technologiques qui composent du coup majoritairement le Nasdaq 100, cet indice, elles sont plutôt cycliques, donc ça veut dire qu'elles souffrent beaucoup en cas de récession, mais elles performent plus aussi en cas d'expansion économique. Donc ici forcément, puisqu'on a un risque de récession sur les États-Unis, elles ont très fortement subi cette annonce avec une baisse jusqu'au pic de 25%, qui est beaucoup plus élevée que ce qu'on a sur le SP500. Sur le SP500, on avait une baisse de maximum moins 21%, donc quand même 4% de différence entre les deux indices, ce qui est significatif sur le marché boursier. Le Dow Jones, lui par contre, il a moins souffert que les autres indices depuis le début du crack des droits de douane. En fait, il a pris seulement moins 19% depuis ce crack, comme on le voit ici, moins 18,72%, ce qui est très bas du coup par rapport aux autres indices pour l'instant comme on l'a vu, c'est-à-dire des entreprises avec des business models bien installés, ainsi que des produits et services dont la demande ne faiblit que peu en période de récession économique, et donc les marchés ils vont moins vendre ces entreprises, parce qu'elles sont tout simplement donc considérées comme moins risquées. Du côté par contre du Russell 2000, qui lui est un indice américain toujours composé de 2000 entreprises de petite et moyenne capitalisation, c'est-à-dire des entreprises valorisées à peu près entre 300 millions de dollars et 10 milliards de dollars, eh bien la chute depuis le début de la crise, elle est très violente. On a souffert d'à peu près moins 25% ici, ce qui est énorme, ce qui est tout à fait normal parce que les petites et moyennes capitalisations qui composent cet indice ont une capacité tout simplement plus faible à survivre en temps de crise. Donc les asset managers vendent en force les actions de ces sociétés quand ils pensent que les États-Unis ont de fortes chances de tomber en récession économique. Donc finalement, pour résumer un peu cette analyse et cette comparaison entre les indices, il est très important de comprendre la composition d'un indice boursier, qui du coup n'est rien d'autre qu'un panier d'actions d'entreprises différentes, pour pouvoir justement se positionner et positionner votre capital sur les bons indices au bon moment. En cas de chute des marchés, historiquement, c'est toujours le Russell 2000 puis le Nasdaq 100 dans l'ordre qui vont souffrir le plus en raison de leur composition majoritairement cyclique. Et enfin, ce sera le SP500 et le Dow Jones qui résisteront le plus puisqu'ils sont composés des entreprises les plus résilientes quelle que
que soit le cycle économique. Pour vous partager d'ailleurs un peu ma stratégie, j'ai une batterie d'indicateurs qui me permettent de statuer en cas de crise si l'on est raisonnablement en pleine crise historique ou non. Et si c'est le cas, eh bien je vais me mettre à acheter par palier pour lisser le risque bien sûr, des fonds indiciels tels que des ETF qui répliquent l'indice Russell 2000 et Nasdaq 100, parce que je sais donc, comme je viens de vous le montrer, que ces indices certes souffrent énormément en temps de crise, mais vont aussi performer beaucoup plus que les autres indices plus défensifs lorsque la relance économique post-crise arrivera. Le reste du temps donc, c'est-à-dire tous les mois, j'achète des parts de fonds indiciels qui répliquent plutôt le SP500, le Dow Jones ou alors l'Eurostoxx 600, et donc en période de crise, je m'attaque aux indices plus cycliques comme le Russell 2000 et le Nasdaq 100, car je sais qu'ils délivreront une performance supérieure, et ensuite je vends ces positions dans les indices plus risqués dans l'année ou les 2 années d'expansion économique qui suivent la crise. Je vous donne un exemple, ici la crise de 2007-2008 des subprimes. Lorsque une crise va commencer à s'amorcer, je vais attendre qu'elle se termine à peu près. Alors évidemment, on ne peut jamais savoir quel est le plus bas, mais on a un certain nombre d'indicateurs qui nous permettent de statuer à peu près où se trouve l'intervalle de prix de la zone la plus basse de la crise. En général, on va regarder le VIX, on va regarder les niveaux de Fibonacci, on va regarder le nombre de vagues baissières qui se sont déjà déroulées dans le cycle baissier, et on va tout simplement aussi s'intéresser à la raison même de la crise, si elle est systémique ou non. Et donc ensuite, je vais commencer à acheter par palier, c'est-à-dire évidemment comme je ne peux pas maîtriser le plus bas, je vais acheter par exemple ici, puis à ce niveau-là, puis ensuite à ce niveau-là, et enfin tout en bas, les indices Russell 2000 et Nasdaq 100, donc investir dans des fonds qui répliquent ces indices. Et derrière, je vais revendre par palier également lors de la relance économique ces investissements qui auront mieux performé que si j'avais acheté des fonds sur le SP500 comme on l'a vu auparavant. Et donc ça vous permet du coup de profiter des opportunités qui sont offertes par les crises pour venir derrière avoir finalement une poche de liquidité supplémentaire qui vous permettra d'augmenter vos investissements mensuels suivants que vous réalisez toute votre vie pour vous constituer un patrimoine durable sur le long terme. Côté vieux continent, donc marché européen, le marché il nous montre une très bonne résilience depuis le point culminant de la crise fin mars. Comme vous le voyez, on a une reprise haussière qui est forte et graduelle. On est quasiment sur du linéaire finalement. Ça pour moi c'est un signal de confiance en l'économie européenne de la part des asset managers qui dirigent le marché. On a eu par contre effectivement une belle bougie rouge là sur une journée qui était donc vendredi à cause de l'annonce agressive des États-Unis d'imposer donc les droits de douane massifs sur les importations européennes, sur tout ce qui va être les véhicules, les semi-conducteurs et aussi le luxe. Et puisque Trump est très vite revenu sur cette décision en proposant un report des sanctions au 9 juillet, ça a donné de l'air aux négociations et on voit que les marchés justement ont très bien réagi à cette seconde décision, puisqu'on a une mèche ici de rachat très forte, comme on le voit sur cette journée baissière, et derrière une bougie haussière aujourd'hui, lundi, en début de semaine, qui montre que cette seconde nouvelle a été plutôt appréciée par le marché. Côté Eurostoxx 600, donc finalement un indice qui est beaucoup plus large et diversifié de l'économie européenne, on a le même constat, c'est pas donc une particularité de l'Eurostoxx 50 qui est plus concentré. Donc ce n'est que mon avis, mais je trouve que l'Europe s'en sort bien en termes de valorisation, et c'est une bonne chose pour ceux qui investissent dans des titres européens en PEA notamment. De temps en temps, je vous propose un petit zoom sur le Bitcoin, notamment quand il y a des mouvements intéressants. Et c'est le cas ici, puisqu'on a eu depuis début avril une belle reprise haussière après un range qui était assez long. Et on a récemment construit un plus haut historique, situé aux alentours de 112 000 $. On est donc actuellement dans ce qu'on appelle une zone de price discovery, c'est-à-dire que l'on n'a jamais atteint de tel niveau. Et donc on n'a aucune idée de jusqu'où ça peut aller durant ce cycle haussier. Surtout d'ailleurs sur un actif aussi peu tangible, c'est-à-dire qu'on n'a pas de business model clair derrière le Bitcoin, comme on pourrait l'avoir par exemple avec une entreprise concrète. C'est pour ça que je vous invite à adopter quand même la plus grande prudence avec le marché des crypto-monnaies, parce que celui-ci, il est déjà peu régulé. Et puis d'un autre côté, ces fluctuations de prix, elles sont surtout basées sur de la psychologie. Pour ceux qui penseraient d'ailleurs qu'acheter du Bitcoin au prix actuel serait plutôt une bonne idée, je propose tout de même de prendre un peu de recul sur la courbe pour vous situer dans le cycle aussi actuel. Faut vous dire que depuis le marché baissier précédent, qui était situé par ici, en 2022, on a quand même déjà eu une jambe, puis deux jambes, puis 3 jambes haussières significatives, et on a dépassé de très loin le plus haut historique précédent sur le bull run, donc le marché haussier de 2021, qui était aux alentours de 70 000 $. J'arrive déjà sur ma deuxième zone de prise de profit, donc si moi, investisseur particulier, commence à prendre mes profits ici, vous pouvez penser raisonnablement que les investisseurs professionnels, que sont les hedge funds sur ce marché des crypto-monnaies, ont déjà commencé à prendre des profits plus bas, comme ici
ici et puis également par ici. Ce qui montre d'ailleurs pourquoi on a eu des retracements importants, c'est qu'il y a eu des professionnels qui ont vidé leur bague de crypto-monnaie pour les vendre à des acheteurs qui n'ont peut-être pas l'expérience et achètent un peu trop haut. Donc je sais que la tentation elle peut être forte, mais la sagesse sur les marchés elle nous dirait plutôt d'attendre que le cycle haussier actuel se termine pour aller chercher un achat en marché baissier quand plus personne s'intéressera au marché crypto comme ici c'était le cas. Je peux vous en parler parce que le marché crypto-monnaie c'est vraiment ce qui m'a ouvert à tous les autres marchés boursiers au-delà de mes études. Ici j'étais présent pendant ce marché baissier, il n'y avait plus personne qui parlait du marché des crypto-monnaies, absolument personne. Là c'était la même chose dans cette zone-là, après cette forte jambe haussière qu'on a connue en 2021, avant de revenir sur les mêmes niveaux, là il y avait personne qui parlait, mais absolument personne du marché des crypto-monnaies. Donc il vaut mieux acheter dans ces niveaux-là, parce qu'on le voit historiquement c'est des niveaux de prix très intéressants, plutôt que de venir acheter sur des niveaux déjà très avancés dans un marché haussier, que sont donc les niveaux autour de 100 000, voire même ici c'était déjà un peu trop haut. Donc la patience je pense est ce qui permet de tenir sur le long terme. Vous êtes libre de vos décisions, c'est pas un conseil en investissement, mais je souhaite quand même vous apporter une vision un peu plus patiente des marchés, que je m'efforce personnellement d'adopter pour tenir dans la durée, tout en générant bien sûr de la performance graduellement. C'est maintenant le moment de l'action de la semaine, et oui, dans chaque épisode de Flash Markets, on présente une entreprise, qu'elle soit populaire ou non en tant qu'investissement, afin de lui attribuer une note pour déterminer si elle peut constituer un bon investissement à moyen terme. Évidemment, c'est pas un conseil en investissement, mais simplement un partage d'une analyse personnelle en vue de vous apporter une vision supplémentaire. Cette semaine, on parle de Nestlé, un géant suisse de l'agroalimentaire qui traîne depuis quelques temps une performance boursière plutôt décevante, comme vous le voyez là, depuis 2022. Et donc forcément, on peut se demander, est-ce que c'est une opportunité à moyen terme qui est intéressante, ou est-ce que c'est une entreprise qui est en déclin structurel, c'est-à-dire durable? Donc on va creuser ça ensemble objectivement. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que Nestlé, c'est un peu l'archétype de la valeur défensive mondiale. C'est un portefeuille de plus de 2000 marques, une présence dans plus de 180 pays, et puis des revenus stables issus de produits du quotidien, ce qui est non négligeable. Quand on investit dans Nestlé, on achète donc une entreprise qui permet à plein de consommateurs de continuer à boire du café, de manger du chocolat, de nourrir leurs chiens, et ce même en pleine crise économique, parce que la demande pour ces produits ne change absolument pas, quel que soit le cycle économique. Sur le papier, Nestlé coche quand même beaucoup de cases pour un investisseur moyen long terme, avec un dividende solide de 3,5% de rendement et une croissance organique régulière sur les dernières décennies, comme on le voit avec ce graphique. D'ailleurs, Nestlé est ce qu'on appelle un dividende d'aristocrate, avec plus de 25 années consécutives de dividendes en hausse. Mais voilà, depuis 2021, malheureusement, l'action, elle s'est pris une belle claque, comme on le voit ici, avec moins 43%. Et ça pique quand même pour un titre réputé ultra défensif dans le passé, comme on le voit ici. Et alors, on peut se demander pourquoi ce recul? D'abord parce que la croissance des volumes a ralenti. Les consommateurs se tournent maintenant vers des marques distributeurs moins chères face à l'inflation. Donc la demande pour ces produits ne change pas, mais elle change de main. Et donc Nestlé a dû augmenter ses prix pour maintenir ses marges, ce qui a tout simplement plombé la demande. La société a aussi souffert de pas mal de scandales sanitaires qui ont sérieusement terni son image de marque, entre l'affaire des pizzas Buitoni qui ont été contaminées, des amendes pour usage illégal d'eau souterraine, et puis parfois même des critiques sur l'éthique de certains produits infantiles. La réputation de Nestlé, elle a quand même pris pas mal de coups, et en bourse, l'image, malheureusement, c'est quelque chose qui est très valorisé. En plus de cela, on a eu un changement de direction en 2024 dans l'entreprise qui a semé le doute. Le nouveau CEO, qui s'appelle Laurent Frex, a ouvertement critiqué les choix de diversification dans les produits de santé de son prédécesseur, parce qu'il estimait que Nestlé s'est beaucoup trop éloigné de son cœur de métier, et puisque le marché déteste l'incertitude, ça abîme la valorisation. Donc finalement, Nestlé, c'est pas une action de croissance explosive, c'est une valeur patiente, stable, avec un rendement sécurisé, mais qui traverse une période quand même de remise en question. Si vous cherchez donc un titre à forte conviction dans une thématique croissance ou tech, Nestlé, c'est pas ce genre d'entreprise. Par contre, si vous voulez construire un portefeuille robuste et diversifié et ajouter du coup une brique d'alimentation résiliente, eh bien Nestlé a clairement sa place dans votre portefeuille. Si on analyse à nouveau la courbe de valo de l'entreprise, elle propose quand même une croissance lente, comme on le voit ici, mais sûre, qui s'apparenterait au graphique de Coca-Cola ou de Ferrari qu'on a présenté précédemment. La perte de valorisation donc actuelle, elle peut être vue comme une opportunité de rentrer sur cette action pendant cette phase difficile qu'elle traverse, avant qu'elle revienne à nouveau à sa moyenne historique. On est donc actuellement sur un bon point d'entrée sur du 3 à 5 ans, parce qu'on est revenu pile au niveau précédent d'avant-bulle euphorique, et on a bien repris des couleurs récemment, comme on le voit suite au creux qui a l'air de se dessiner ici, et ce regain aussi
dossier, il a l'air plus sérieux quand même que les précédents, beaucoup plus sérieux que ce regain-là, celui-ci ou celui-ci. Donc la probabilité que ça continue à baisser si on prend du recul me semble plutôt faible. Donc commencer à investir sur les niveaux actuels par palier bien sûr pour toujours lisser le risque me semble quand même envisageable. C'est la fin de cet épisode de Flash Markets. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Nestlé en tant qu'investissement à moyen terme et dites-moi également ce que vous pensez de l'évolution de la crise commerciale lancée par les États-Unis. Je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos investissements et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!